de retour dans le JDH pour la suite des actualités de la semaine avec Pentaroux. Bah voilà, ça fait longtemps que t'étais pas là, tu dois avoir plein de choses à dire, Pentaroux. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as retenu en fait déjà. Malheureusement, ils m'ont piqué toutes mes news. Ah bah non mais vas-y, t'inquiète pas, regarder ta liste. Moi aussi. T'inquiète pas parce que moi aussi j'ai de quoi dire. Alors vas-y, on commence par Reims, la belle ville de Reims. Et oui, qui n'a pas la fibre. Ah bon, ils ont pas partout la en tout cas. Ah bon et je sûrement plus qu'Argenteuil à mon avis. Se plaint régulièrement qu'il n'y a pas la fibre chez lui. Okay. Et du coup, soutien. En fait, à Reims, Reims Cocorico, parce que vous vous rappelez, je vous avais parlé il y a longtemps du DGX1 de chez Nvidia, qui est le fameux serveur surpuissant pour l'intelligence artificielle. Et la fac de Reims s'est équipée. Voilà, c'est la première apparemment en Europe de s'équiper du fameux serveur DGX1 de chez Nvidia. Donc je voulais partager avec vous. Il y a une petite vidéo là, les caractéristiques de ce petit serveur qui serait digne de ton PC, limite, tu vois. Donc il y a 4 x 2 Tera en SSD en RAID 0. Ça, à la limite, bon. 4 x 2 Tera 4 x 2 Tera, ça va. 3200 watts de TDP. Donc voilà, 3200. Petit serveur. Ensuite, c'est là où on attaque les choses sérieuses. Il y a 8 Nvidia Tesla P100 à 16 gigabits par seconde, à 16 gigas de mémoire. Et avec, accrochez-vous, 28 672 CUDA. La Titan X Pascal en a 3584. Wow, voilà, donc ça te pose le débat. Et 4 ports Ethernet à 100 gigabits. Parce que voilà, 10 gigabits, quand tu fais du calcul parallèle et distribué, c'est pas suffisant. En fait. Mon Dieu. Donc là, c'est 4 fois 100 gigabits. Et 2 Xeon Vainqueur E5 2698 V4 à 2 Go 2. Et 512 Go de RAM, donc la DDR4. Ah oui, voilà, je savais que t'allais venir à ce moment-là. 512 Go qui va définitivement te faire acheter un truc comme ça. Voilà, donc voilà, 512 Go. 512, ça va enfoirer. Donc Trunks va s'acheter maintenant le DGX1 de chez Nvidia. Donc en fait, c'est hyper intéressant. Donc c'est le centre de calcul de la fac de Reims qui l'a acheté et ça va servir à des centaines d'universitaires qui travaillent justement sur l'intelligence artificielle. Voilà une ville respectable. Exactement. Donc pour un prix raisonnable. Franchement, je suis très fier d'eux parce qu'ils ont fait le bon choix. Voilà, c'est vraiment un serveur, un bon rapport qualité-prix. Tu sais quoi, s'ils mettent la fibre, j'envisagerais sérieusement un déménagement à Reims. Mais déménage à Drancy, c'est moins loin, je t'ai déjà dit. Non mais tu sais quoi, Reims, alors le truc c'est qu'en vrai t'as 1 heure de Paris quoi. Et je connais des gars qui habitent au fin fond de la banlieue qui mettent plus longtemps que ça à venir sur Paris. Bref, c'est un autre débat. Okay. Ce sera pour notre guide d'achat immobilier dans un JDH spécial. On enchaîne avec Windows 10 et le milliard, alors on en est où? Non, pas le milliard. C'est pas le milliard encore. En fait, on en est à 400 millions de devices sur lesquels Windows 10 a été installé. Bon, faut avouer que c'est pas mal, mais ils visaient pas le milliard. Non, mais ils visent pas le milliard, mais pas pour cette année. Ils visaient le milliard pour 2020, un truc comme ça. Donc on en est déjà à 400 millions d'unités. Et ça progresse plutôt pas mal, ils sont plutôt contents. Et en plus, l'arrivée des jeux Xbox One sur Windows 10, j'ai envie de dire, participe aussi à cette migration. Parce que si on veut jouer à Forza Horizon 3, Gears 4 ou Record, il faut être sur Windows 10. Voilà, donc c'est... Après, c'est un débat qu'on avait hors antenne tout à l'heure. Il faut aussi être sur Windows Store. Et ça, c'est... c'est une autre paire de manches. Faut accepter le Windows Store et c'est... Il faut embrasser l'écosystème Windows 10. Ouais. On espère que ça va s'améliorer aussi au fil du temps. S'il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent, peut-être qu'ils vont enfin se donner les moyens d'améliorer Windows Store. Faut aussi rappeler que pendant 1 an, Windows 10 a été gratuit. Donc la courbe d'adhésion à l'OS, même si ça n'enlève rien aux qualités de l'OS, moi j'ai installé la version Anniversary et j'en suis globalement très très content. Après, voilà, il faut voir que c'est pas non plus un exploit de savoir que Windows 10 est installé sur des millions et des millions de devices, alors que de toute façon l'OS est resté gratuit pendant 1 an. Et là, ce qui sera intéressant, c'est de voir un petit peu l'évolution que va connaître l'OS. À partir du moment où c'est payant. C'est déjà payant. Depuis mois de juillet. Depuis juillet, et on va se donner 6 mois de visibilité. Au bout de 6 mois, c'est vrai que ce sera intéressant de comparer les courbes sur la première année et sur les 6 mois qui ont suivi où l'OS était payant. Complètement. Ouais. Donc voilà, ça le milliard, on en est à 40% de l'objectif, donc ça va venir, vous allez voir, on va être tous heureux sur Windows 10, ça va être très bien. On passe à OVH ? Ouais, donc OVH, mes potes d'OVH, vous savez, je travaille avec eux dans le cadre professionnel, et Octave, le patron, est un très très bon pote, et là il s'est pris la plus grosse attaque en DDoS de l'histoire d'Internet. Voilà, il s'est pris 1,5 terabits par seconde d'attaque DDoS. Attends, 1,5 terabits par seconde d'attaque de DDoS. J'essaie de calculer combien ça fait de fois la connexion que j'ai à Argenteuil. Ça fait combien de fois? 1 milliard? Trop. Et en fait, donc voilà, c'est la plus grosse attaque DDoS jamais enregistrée sur Internet. Et cette attaque DDoS a été générée non pas par des PC, mais par 145 000 caméras connectées.
C'est-à-dire, vous savez, par exemple, les petites webcams que vous avez chez vous pour surveiller vos gamins, votre chien ou votre elles se sont retournées dame de ménage. Et en fait, j'en parle. Soulèvement des machines. Ça fait depuis plusieurs fois que je parle justement des objets connectés qui sont pas du tout sécurisés. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les gens ne changent pas le login mot de passe par défaut de ces caméras-là. Et donc, les mecs, les hackers, très facilement, avec les logins mot de passe par défaut, installent leur bot et envoient des attaques DDoS. Et là, donc, c'est 145 000 caméras qui ont attaqué OVH. Alors, rappelle 1,5 terabits par seconde d'attaque, de DDoS. Données d'attaque qui te font péter ton serveur. Et comment OVH, enfin toi qui travailles un peu là-dedans, comment tu te remets d'un truc pareil? C'est surtout que je travaille avec eux en fait. Oui, en fait, est-ce qu'il y a des... Ils ont des solutions. Il y a des appliances qui existent, des serveurs qui sont dédiés à ça et qui savent faire le tri en fait entre une attaque DDoS et une attaque, et une donnée et de la data légitime. Et donc, par contre, c'est des serveurs qui coûtent extrêmement cher parce que le niveau de commutation doit être très très rapide. Parce que tu imagines bien que pour encaisser 1 Tera 5, il faut que la commutation soit extrêmement rapide. Mais ça existe et du coup, ça permet d'éliminer, j'ai envie de te dire, quasiment 95% de l'attaque DDoS instantanément. D'accord. Voilà, sachant que la bande passante d'OVH au niveau mondial, c'est à peu près 7 terabits par seconde. Voilà. Tu me fais plaisir. Donc 1 Tera 5, ça fait quand même du mal. Oui, sur ça 7 fait terabits, mal. Tu m'étonnes. C'était le plus gros jamais enregistré. Donc c'est pour ça, un message, changez les mots de passe par défaut de tout ce que vous avez chez vous. C'est la règle de base à avoir. Moi je mets 0, 0, 0, 0. Voilà, je mets 4 x 0. Parce qu'il faut savoir c'est tous. très rapidement, c'est que si vous vous dites de toute façon je m'en fous que ça attaque OVH, ça pompe sur votre bande passante de toute façon. C'est-à-dire que pendant que la caméra envoie des paquets à OVH, c'est de la bande passante que vous n'avez pas pour votre Netflix, pour jouer, etc. Donc de toute façon, ça vous pénalise aussi. Yes. Donc il faut le faire. Voilà, ça vous 32 secondes et il faut le faire. On enchaîne sur les ballons Loon de Google. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, les Google, c'est comme Facebook, veulent envoyer des ballons stratosphériques pour envoyer Internet, en fait, pour permettre de connecter des contrées éloignées à Internet. Donc en gros, tu as ton ballon qui est à des hauteurs de plusieurs kilomètres de haut, d'accord, et qui sont maillés entre eux, donc ça fait une sorte de réseau mesh, d'accord, et qui déploie en fait et qui envoie avec du méga Wi-Fi, je simplifie très largement, et qui envoie avec du méga Wi-Fi en fait un signal pour te connecter à Internet. Donc c'est pour les zones rurales ou pour Argenteuil. C'est pour les zones. C'est pour Argenteuil, ça pourrait peut-être les aider. Et donc en fait jusqu'à présent, ils pilotaient les ballons en fait avec des algorithmes plus ou moins évolués. Et là, la nouveauté, pourquoi j'en parle, c'est parce que maintenant les ballons sont pilotés par des intelligences artificielles qui automatiquement calculent les meilleurs vents porteurs, calculent en fait la météo qui va se passer. Parce qu'en fait, le ballon, forcément, n'a pas de moteur, donc il est autoporté. Et donc, il faut que le ballon se balade tout le temps dans des courants ascendants. C'est comme un planeur, en fait. Et avant, il y avait des calculs plus ou moins fins qui étaient faits. Et maintenant, c'est l'IA qui, des fois, fait dériver le ballon de plusieurs centaines de kilomètres pour prendre un courant ascendant qui va la faire grimper de plusieurs kilomètres et la faire revenir sur le pays en question. Donc là, c'est principalement sur le Pérou où les tests sont faits. Donc on voit une première application déjà d'une IA en action qui permet de diriger le ballon pour pouvoir arroser le Wi-Fi. Alors des fois, les zones n'auront pas de Wi-Fi pendant quelques heures, le temps que le ballon justement soit dévié pour remonter, pour ensuite revenir arroser la zone. Et en tout cas, le Pérou, encore un endroit où il y aurait une meilleure connexion que chez moi. Voilà, ça me fout bien le seum chaque semaine. Merci beaucoup Penta, je sais pas si t'avais encore d'autres trucs, mais sinon moi je suis prêt à enchaîner. Alors j'ai un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais je vais passer très très vite d'abord mon petit Yamato sur un sèche-cheveux. Ah, le Dyson. Un sèche-cheveux. Yamato, je sais que ça va lui parler lui aussi avec sa crinière d'or et d'argent. Yamato, est-ce que tu peux nous mettre la petite vidéo Dyson, normalement, que tu as dans les assets? Effectivement, Dyson qui a sorti cette petite merveille, ce petit bijou de technologie. Regardez-moi ça, avec son moteur V9 intégré. C'est donc un sèche-cheveux qui a un format assez spécial. Vous pouvez voir qu'il y a un trou au milieu de la tête. Ils n'avaient pas sorti des ventilateurs aussi au niveau de le même ils format, ont sorti des ventilos, effectivement, ouais. des assainisseurs d'air aussi, comme ça. Et donc, regardez, il y a un processeur ultra puissant dans ce sèche-cheveux. Combien de gigas de RAM? Mais à mon avis, tu pourras l'overclocker et rajouter de la RAM et te sécher les cheveux encore mieux. Toute blague à part, ça s'appelle le Supersonic, le Dyson Supersonic, équipé donc de ce moteur V9. Et nous garantit une puissance de séchage. En gros,
je vais caricaturer, mais tu peux te sécher les cheveux plus vite. La température est mieux maîtrisée, tu vas pas te brûler. Voilà, ce serait plus agréable à manier. Alors ça reste très subjectif. Pour un prix bien sûr raisonnable, j'imagine. Je termine là-dessus. Alors le truc c'est que ça vient à peine de sortir. Je l'ai pas encore acheté, donc je peux pas trop. Voilà, verdict raisonnable parce que il vous en coûtera la bagatelle de 399 €. Attends, mais rigole pas. Attends, mais c'est le prix de leur gros ventilo, faut pas déconner, tu fous ta tête dans le gros ventilo. C'est le prix d'à peu près n'importe quel accessoire Dyson. Hein. Le ventilo, oui, mais pas un sèche-cheveux. L'aspirateur, un sèche-cheveux. Alors ça coûte combien un sèche-cheveux? Bah en fait, ça coûte combien un sèche-cheveux? Pour 20-30 €, t'as un sèche-cheveux. 50 €, 60 €. Moi j'aurais dit 130 € pour un truc. Haut de gamme. Alors voilà, donc 50 €. Il va nous dire attends. Ça, voilà, Yamato achète 50 €. Le truc, c'est que un ventilo, un sèche-cheveux classique, une turbine qui tourne à peu près 1200 tours minute. Là, on est à 13 000. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourrais multiplier le prix. Mathématiquement, si on suit un raisonnement logique, ça pourrait coûter à peu près 13 fois, 10 fois, important, c'est 10 fois à 12 fois plus cher. Ça, c'est du chiffre, mais ce qui est important, c'est ce que tu vas gagner en efficacité. Combien de temps tu vas gagner sur ton séchage? Je pense que là, tu fais et c'est fini. Tu tournes la tête comme ça. Au pire, tu fais ça. Tu vois, et je pense que c'est fini. Non, mais en tout cas, c'est un produit magnifique, équipé d'une technologie de pointe. Le design est différent. Après, voilà, je sais que tout le monde la chat est en train de se foutre de ma gueule comme d'hab, mais ce genre d'outil que tu utilises au quotidien, vraiment, tu vois, typiquement, mon aspirateur, je sais pas au quotidien, mais il m'a changé la vie, tu vois, mon Dyson, il est cher, tout le monde trouvait ça overkill, etc. En vrai, il est mortel et je regrette pas une seconde l'achat. Alors voilà, je sais pas, moi, si j'avais les cheveux de Yamato et que tout le matin c'était une tannée de me sécher les cheveux, peut-être que je serais super content d'avoir ça. En tout cas, voilà, ils ont inventé une niche luxe ultra haut de gamme pour des sèche-cheveux et c'est assez fou, quoi. Enfin, c'est-à-dire que bientôt il y aura, je sais pas, peut-être la brosse à dents Dyson à 800 balles, mais il serait on sait quoi offrir à Yamato à Noël. Mais voilà, faut faire un Kickstarter ou un Tipeee. Faut faire un petit Kickstarter pour Yamato là. Mais justement, Yamato, toi qui as une longue et belle chevelure, tu utilises quoi pour te sécher les cheveux? Ah, donc t'as déjà un truc pro. Yamato a déjà un modèle de sèche-cheveux semi-pro. Bah écoute, voilà. Bah, en tout cas. Ouais, mais je répète ce que tu dis. Du coup, voilà, Dyson pense à toi, Yamato. Et voilà, on va enchaîner. Je pense que vous n'avez pas jugé ça hyper convaincant, mais moi je sais que c'est intéressant. En tout cas, ça avait l'air d'être un beau produit. On peut pas pour le même enlever prix, ça. moi j'ai les gros ventilos Dyson, ça coûte. Et tu mets ta tête devant. Bah voilà, tu mets ta tête devant, ça te fait double emploi comme ça. Mais c'est pas con ça. Bah oui, tant qu'à faire. Les Sauf bons que ça plans. envoie du froid. Non, ah bah non, il y a le chaud aussi. Moi j'ai le modèle qui fait froid ou chaud. Je te prie de m'excuser. Les bons plans du JDH. Moi j'avais une news sur la 5G, mais je pense que je la garderai pour une autre semaine parce qu'il y a un gros sujet dont je voulais parler. Moi je voudrais faire un débat sur la 5G parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On en reparlera peut-être plus tard parce que moi aussi ça m'intéresse forcément si tu veux. Mais il s'est quand même passé un truc de fou il y a quelques jours. C'était la conférence. Je sais pas si on appelle ça une keynote, une conférence de Elon Musk sur SpaceX, le fameux projet SpaceX. Dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On peut rappeler que Elon Musk, c'est un milliardaire visionnaire qui... tu peux nous rappeler un petit peu ses activités, Pentaro? Il fait Tesla. Il a fait PayPal surtout. Hein, il a commencé par faire PayPal et quand il a vendu PayPal, il est devenu il a millionnaire. vendu PayPal, il s'est dit tiens, maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des petites voitures. Et puis il a fait ses petites voitures, il a fait tiens, si j'allais dans l'espace. Je vais plutôt aller dans l'espace. Et en gros, le mec est une vraie vision. Il faut voir qu'au-delà des produits, il a vraiment une vision de ce que la technologie doit ou peut va devenir sur les prochaines 10, 15 ans, 20 ans. Et du coup, voilà. Donc on a pu... il y a eu une longue conférence de presse. On a pu voir cette vidéo qui est censée donner un aperçu de ce que pourrait faire la société SpaceX dans un futur relativement proche. Ce qu'on voit là, c'est pas des choses qui se passeront dans 50 ans. Ils visent une launch window de 5 à 10 ans. 2018, en fait, 2018. 2018 pour les premiers essais, mais pour ce qui est de... Je rappelle quand même les très très grandes lignes du projet. L'idée, c'est tout simplement d'envoyer des gens sur Mars. Voilà, envoyer des gens sur Mars grâce à ce launcher. Et là, on a une vidéo de 4-5 minutes. Ah bah, Pentaro qui a amené le Blu-ray 4K oui, trajet de justement, sur Mars. tu vois, c'est pour toi, du coup, on peut voir le fonctionnement avec un launcher
qui met en orbite une fusée tout simplement, et qui ensuite, l'astuce c'est qu'ensuite le launcher se repose, c'est de la réutilisation, et redécolle instantanément pour la partie carburant, donc et peut réalimenter immédiatement le truc une fois en orbite. Rien que ça, c'est déjà une petite prouesse de technologie. Et après voilà, moi ce qui me passionne en dehors de tout ça, c'est vraiment la volonté qu'a Musk de tout simple. L'idée c'est pas du tout de faire du tourisme sur Mars, en fait, d'y aller et de revenir. En fait, l'idée c'est d'y aller et d'y rester. Colonisation. Et de coloniser Mars, tout simplement. Le truc c'est que au départ, voilà, ça va être très très compliqué, et à mon avis les premiers colons, Musk l'a expliqué, faudra tout simplement pas avoir peur de la mort, parce qu'en gros tu vas économiser toute ta vie, tu vas avoir un ticket qui sera à peu près à $200,000 pour aller sur Mars, sachant qu'il estime que les problèmes d'envoi de fusées ou d'appareils dans l'espace, c'est pas non plus... faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur pour ça. Ce que je veux dire, c'est que les accidents sont pas rares, quoi. Donc à partir de là, déjà le temps de trajet, c'est déjà plusieurs mois pour y aller. Donc voilà, les grandes données, en gros, c'est que ça coûterait à peu près $200,000 pour y aller, sachant que c'est un ticket volontairement à perte, mais plus qu'à perte, puisqu'ils estiment le prix d'un tel trajet à $10 milliards aujourd'hui. Donc là, ils te vendent ça à 200 000 balles. Tu te dis, raisonnable. Je veux dire, là, en termes d'économie, si tu veux, c'est un peu mieux qu'une télé OLED à moins 1500 balles. Donc, ticket sur Mars, raisonnable à moins de 200 000 balles. Une fois, on peut voir que la petite navette là aurait des voiles solaires pour économiser aussi de l'énergie et y aller. Donc, avec un trajet qui pourrait être amené à 3 mois. Ça c'est en étant très optimiste. Aujourd'hui le truc réaliste ce serait plutôt 6 mois, mais voilà, pourquoi pas y aller en 3 mois. Une fois arrivé sur place, donc ce seraient des navettes qui pourraient faire voyager une centaine de personnes à la louche. Et une fois sur place, du coup qu'est-ce que tu fais quand tu arrives sur Mars? L'idée ce serait vraiment de coloniser la planète, c'est pas forcément de revenir, même si il est dit qu'une fois arrivé sur place, les colons auraient a priori tout ce qu'il faut pour là-bas fabriquer une sorte de petite station de minage, de pompage, je sais pas quoi, fabriquer en gros le carburant pour éventuellement rentrer. Donc c'est pas tout à fait clair là-dessus. Starcraft IRL. C'est Starcraft IRL. Non mais ce qui est complètement passionnant, c'est qu'on est vraiment au balbutiement d'un truc complètement fou, et que je sais pas vous, mais moi il y a 10-15 ans, je me disais pas qu'on entendrait parler de choses pareilles de notre vivant. Et là en fait on se dit, avec des premiers vols habités qui pourrait être d'ici une dizaine d'années, on entend quand même parler de quelque chose qui va concerner tout le monde. Et voilà, je sais pas, nos enfants ou les enfants de nos enfants iront peut-être sur Mars, comme aujourd'hui on va en Nouvelle-Zélande et on trouve que c'est un très long voyage. Moi, voilà, pour ma retraite, clairement, c'est un plan que je me fais, mais je rigole même pas. C'est-à-dire que je me dis, en fait, plutôt que de passer, tu vois, mes 10 dernières années de ma vie dans une maison de retraite à la con, je préfère partir sur Mars. Mais alors ça c'est là que le débat devient passionnant, et c'est là que je voulais en parler avec vous. C'est-à-dire que pour vous, voilà, Krakou disait, le vol a énormément t'as quand même un taux de mortalité assez fou pour ce truc-là, et ils le savent complètement. Ils ont prévenu les gens, ils ont dit, vous voulez aller là-bas, c'est cool. Mais voilà, vous avez signé une décharge qui dit que si vous mourrez, vous étiez OK, il n'y a pas de problème. Par contre, voilà, je veux dire, être dans le premier batch de colons qui sont arrivés sur Mars, je veux dire, dans 30 000 ans, on parlera peut-être de toi comme de Jésus-Christ, tu vois, c'est quand même assez fou, quoi. C'est pas moi, c'est sûr, si je suis très motivé, c'est pas le but d'être sacralisé ou quoi que ce soit. Moi, il y a beaucoup de choses il y aura une statue comme le Mont Rushmore, tu vois, mais avec la tête de Pentaro et une Nvidia Titan X. C'est ça. Non, mais en fait, si tu veux, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Je sais pas combien de temps on a pour en parler, mais déjà, il y a un côté... Une dizaine de minutes. Un côté sociologique. Déjà, moi, en fait, c'est... parce que la vieux communauté, on le voit dans tous les Secret Story et compagnie que je regardais il y a 20 ans. Non, mais déjà, c'est la vie en commun. Déjà, tu vas mettre 3 à 6 mois des personnes qui vont vivre dans un espace confiné, une centaine de personnes, clos, une centaine de personnes. Donc déjà, d'un point de vue psychologique, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, les gens peuvent s'entretuer avant même d'être arrivés. Exactement. En fait. Déjà, il peut se passer un truc. Si les mecs arrivent sur place, etc., va se poser aussi après une question politique. Est-ce que c'est une démocratie, une république? Est-ce que c'est... À qui ça appartient? Tu mets le pied sur Mars, mais du coup, Mars, ça appartient à qui? À SpaceX? Voilà, c'est ça la question, en fait. Donc déjà, après, quelles sont les règles de vie communes? Parce qu'il faut... quoi qu'il en soit, des règles de vie communes pour vivre. C'est peut-être mon côté fonctionnaire, c'est qui. Et je pense que ça sera défini en amont.
Oui, mais je pense que c'est genre de choses. Ouais, mais comment c'est qu'il faut arriver là-bas? Mais c'est sur place, mais tu je vois. pense que justement les premiers colons vont partir avec des gens qui feront office d'administrateurs. Et des M16 aussi pour calmer tout le monde, parce que ça peut très vite tourner à la loi du plus fort. Mais ils ont intérêt à faire ça. Je veux dire, moi-même j'y pense, donc c'est que Elon Musk qui pense beaucoup plus vite que moi doit y penser. Mais même les mecs qui sont censés encadrer les autres, si pendant les 6 mois de voyage, ils pètent un câble. Donc en fait, il y a que les astronautes en fait aujourd'hui qui sont vraiment formés à ça. C'est-à-dire vivre en confinement dans 8 mètres carrés en bouffant des plaquettes de je sais pas quoi, tous les jours. Et en restant, voilà, c'est les militaires quoi. C'est les militaires, c'est les astronautes. Mais même ces gars-là, si dans l'eau il y en a un qui arrive là-bas pète un câble et que en gros c'est ceux qu'on les gun. C'est ça, qui vont faire la loi, et une fois arrivé là-bas ça peut être vraiment un truc de malade, mais ça pose 1 milliard de questions. Est-ce que vous êtes prêt à mourir? Comment va se passer le voyage? Du coup, si tu veux, une fois sur Mars, qui commande? Comment se passent les rapports avec la Terre? Est-ce que une fois qu'il y aura je sais pas 1 million de personnes là-bas, c'est ce qu'ils visent en fait, 1 million de personnes là-bas au bout de X années, et ben là-bas ils disent pas fuck la Terre, maintenant on est là, on reste et on est bien, surtout et on est chez nous. S'ils arrivent à être autonomes, oui. Qu'est-ce qui va avoir les États-Unis bis, tu vois? Mais moi je me dis déjà que tu vois, si je suis à la retraite, si je dis bah là il me reste en gros j'ai genre à 70 ans, je me dis mais Pentaro tu vas vivre 120 ans. Non mais je sais, mais tu fais du wakeboard à Cergy-Pontoise. Si je me dis j'ai 70 ans, bah plutôt que de finir mes jours dans une maison de retraite à la con, bah je préfère me dire quitte à crever, et ben je me barre sur Mars, et voilà. Et si tu vas finir tes jours dans 4 mètres carrés et je m'en tape. De toute façon c'est Fallout Shelter, c'est Fallout Shelter. De toute façon de toute façon tu finis tes jours dans 4 mètres carrés quand t'es en maison de retraite comme un vieux con. Donc je préfère jouer à ma Xbox 42 sur Mars avec un écran 120 pouces parce que de toute façon je pourrais plus sortir faire le con dehors, quoi, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, Krakou? T'as pas l'air convaincu. Alors, moi, tu vois, j'avais peur, mais l'argument de Pentaro qui dit de toute façon, une fois que t'es vieux, entre qu'on te change tes couches et ta mère dans une maison de retraite à bouffer de la soupe et partir là-bas, peut-être que tu vivras un truc quand même un peu plus sympa. Tu vivras un truc sympa. Moi, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des proches. Mais ça, c'est la différence, c'est ce que j'ai dit au début. Tu peux partir avec eux. Le principe aussi de la retraite, c'est de pouvoir justement avoir du temps pour profiter de ses proches. Au-delà de ça, après, ça soulève des tonnes de questions. Et moi, pour résumer rapidement, c'est vrai qu'autant sur justement toutes les questions que ça soulève, je trouve ça intéressant d'en discuter. Après, pour moi, ce type de voyage, ce type d'expérience, je vois mal comment on peut avoir une approche autre que scientifique par rapport à ça. C'est-à-dire que pour apprendre à mieux maîtriser son environnement, pour apprendre des choses sur la gravité, le développement des planètes, le développement de l'univers. Enfin, sur le plan scientifique, je trouve ce genre de démarche intéressante. Après, permettre à n'importe quel kidam, bon, je dis kidam, c'est un kidam milliardaire, hein, mais permettre à, oui, enfin, c'est pas milliardaire. Non, mais je veux dire, c'est qu'il y a des gens aisés. Ouais. Qui se diront au lieu de m'acheter ma maison en Normandie, j'irai sur Mars. En tout cas, permettre à des gens X, Y, Z de voyager là-bas. Je vois pas l'intérêt, par l'intérêt, oui, de finir sa vie en beauté, parce qu'il faut être clair, les gens qui partent aujourd'hui dans l'espace sont des gens qui s'entraînent pendant des années, ça demande des compétences, ça demande de l'entraînement, de la résistance au stress, enfin ça demande tout un tas de choses que tous les gens qui partiront n'auront pas. Une batterie de test à passer avant de pouvoir partir. Je pense pas qu'ils vont prendre n'importe quel taré. C'est logique, parce que les jets que tu te prends au décollage, même si tu as une combinaison anti-jet, il faut quand même l'encaisser. En plus, je pense qu'on parlait du prix. Tu parlais du prix tout à l'heure, mais je pense aussi que de toute façon, la banque t'offrira pas un prêt à quelqu'un de normal pour partir sur Mars. Tu vois, donc ta maison, tu peux l'acheter, mais il faut que tu aies économisé tes 200 000 ce sera des gens riches, ce seront des gens, j'imagine, préparés. Mais toi, du coup, Krakou, je vois pas l'intérêt. Le côté colonisation. Tu trouves ça bien? Non, d'autant que, et puis comme je le disais encore hors émission, on a déjà tellement de choses à faire, nous, sur Terre, déjà, pour sauvegarder nos ressources, pour essayer de faire en sorte que dans 50 ans, on ne se retrouve pas sans eau et sans ressources. Je sais pas, c'est penser à coloniser Mars, c'est sachant que sur une échelle de temps, allez, on va dire de 50 ans, ça restera un projet qui sera limité à quelques quelques élus. Ouais, ça me paraît une débauche d'argent énorme par rapport à l'impact que ça pourrait avoir en termes de... par ailleurs. Après, encore une fois, sur le plan de l'étude scientifique, c'est tout à fait intéressant. Mais je pense pas, je vois pas d'intérêt à ce que ça dépasse ce stade-là, si tu veux. C'est-à-dire des astronautes spécialisés qui y vont pour faire des études bien spécifiques. Et toi, Chrono, alors, du coup, ton avis, est-ce que c'est un truc qui te fascine? Est-ce que tu trouves ça inutile? Est-ce que tu trouves ça trop tôt?
Est-ce que tu trouves ça fascinant moi, je trouve ça fascinant dans la démarche. Par contre, je cherche un peu comme Krakou la rentabilité concrète. C'est-à-dire que je me demande à quel moment, en fait, le plus l'emporte sur le moins, concrètement. Et c'est vrai que quand on y pense, partir sur Mars, moi, je pense qu'il faudrait effectivement qu'il y ait quand même des astronautes qui aillent avant en éclaireur, voir comment ça pourrait se passer, etc. Qu'il faudrait réfléchir à un système établi, hiérarchique, je ne sais pas exactement comment, mais il y a trop de questions. Je te le prête par rapport aux réponses. Ça va être documenté comme ça. à regarder. Et quand on regarde ce film-là, d'ailleurs, on se rend compte que ça va pas être facile, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas funky sur Mars. Hein. Ça va pas être facile. Pantero disait tout à l'heure qu'il met sa combi et puis il va se faire un golf sur les dunes de sable de Mars. Bah oui, il y a moins de gravité. Il faut savoir que sur Mars, la gravité est 30% celle de la Terre. C'est-à-dire que tout le monde est Michael Jordan ou un ultra Michael Jordan. Ah bah tu fais un swing, t'envoies ta balle à 1 km, tu peux c'est sauter classe, et tu t'éclates. Par contre, c'est vrai qu'on doit. Tu meurs en 3 secondes, quoi. C'est vrai qu'on doit avoir le mal du pays, on doit vite se faire chier. Ah ouais, mais moi, je trouve ça quand même dingue le côté. Justement, voilà, Mars est quand même une planète qui a priori serait, s'ils ont choisi celle-là, c'est pas pour rien non plus, serait peut-être la plus terraformable parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a une température qui encore une fois, quelle technologie on a pour ça. Et puis surtout, c'est la plus abordable entre guillemets, quoi. C'est parce qu'elle est proche de nous. Surtout, ils n'ont pas le choix. C'est la planète raisonnable. Après la technologie, tu vois, moi, si je veux partir pour mes 70 ans, c'est dans 30 ans. Tu vois bien que dans 30 ans, la technologie, enfin les bons qu'on fait, quoi, c'est. Ouais, encore une fois, je pense qu'on a suffisamment à faire sur Terre pour. Toi, t'es Team Terre. T'es Team Terre. Ce qu'on pourra faire éventuellement avec Mars. Quand on sera sur Mars, des vieux croulants, on te fera des petits doigts. Et toi, t'en penses quoi, toi, Trump? Moi, ce que j'en pense, je trouve ça fascinant, non seulement pour le côté. En fait, je sais pas, c'est la vision d'Elon Musk, moi, qui me. Après, je l'ai dit tout à l'heure, on peut pas lui retirer que lui a vraiment. Enfin, il a une approche de visionnaire, c'est-à-dire qu'il a un plan sur les 40 prochaines années. Et même ramener à Tesla, tu vois, des choses beaucoup plus terre à terre, c'est-à-dire que c'est des PayPal, Tesla, SpaceX, c'est des choses qui font avancer entre guillemets le quotidien des gens. De ce côté-là, il a vraiment une approche très intéressante. Compte en banque. Donc après, est-ce que le projet il y a une logique de réinvestissement qui est quand même hyper intéressante. Et à chaque fois risquer le réinvestissement. À chaque fois, le gars il gagne des sous en revendant quelque chose, mais après il risque le tout dans un nouveau projet. Donc il y a ça que je trouve très intéressant. Et ce que je trouve hyper intéressant aussi pour revenir vraiment à SpaceX et le développement de cette fusée, de cette technologie, c'est que a priori ça ne servirait pas qu'à aller sur Mars. C'est-à-dire que le potentiel du truc pourrait nous ramener, alors même si ça prendrait bien plus longtemps, à explorer d'autres planètes du système solaire. On parle notamment des lunes, je crois que c'est de Jupiter et de Saturne, qui elles seraient peut-être aussi exploitables pour du spatiotourisme, je ne sais pas trop comment le nommer, mais c'est des choses voilà qui, pour moi, c'est les prémices de, comme l'a dit Pantero, à la vitesse où ça avance. Je pense que d'ici, je sais pas, 500 ans ou 1000 ans, ce sera du concret. Alors que, je sais pas, à l'échelle de l'humanité, voilà, ces 50-100 dernières années, ça a tellement avancé vite que c'était totalement inimaginable auparavant. À l'échelle de l'humanité, de toute façon, 50 ans, c'est une microseconde. Hein. Oui, c'est ça, c'est une microseconde. Et moi, c'est tout ça qui me fascine et qui me fait regretter d'être né maintenant. Enfin, je veux dire, vraiment, je pense que les générations, les gamins qui naîtront en 2150 ou 2200 verront des choses encore 1000 fois plus folles que. Ouais, mais dis-toi que nous, on leur fait un coucou parce qu'ils sont sur YouTube en 25K à regarder cette vidéo d'archives. On vous fait un gros bisou. Ouais. Et voilà, vous avez bien de la chance. Ah, mais ils n'ont pas connu le Minitel, tu vois. Donc, ils ont on a vécu des choses exceptionnelles aussi. Ouais. Moi, j'ai pu voir les délurés sur l'app Canal+. Non, j'ai même pas pu. En 4K ou pas alors du coup alors que maintenant, dans le futur, le porno est banni. Ah, dommage. Vous savez pas. Sur Mars, c'est interdit le porno. Sur Mars, c'est interdit. Seul sur Mars, NoFap édition. Voilà, on vous fait, on vous dit à dans 4 minutes pour la dernière partie de l'émission. Ce sera les tests et on a du lourd parce que seul sur la table basse, il y a un petit PC complètement dingue dont Pantero va vous parler juste après ça. À dans 3 minutes.